Bonjour, donc je m'appelle Pierre Bessières, je suis informaticien spécialisé en sciences cognitives et en intelligence artificielle, en particulier en probabilité. Et je travaille à Paris, à Sorbonne Université. Donc en fait, aujourd'hui, le citoyen, bien que plus éduqué et plus informé que jamais, ou justement à cause de ça, a largement perdu confiance dans ses représentants. Qu'il juge ne plus exprimer correctement ni ses intérêts ni ses opinions. Alors, beaucoup prônent la démocratie directe, qui pourtant semble ne pas du tout être viable à l'échelle de taille et de complexité de nos sociétés actuelles. Et non seulement elle n'est pas viable, mais en plus, elle est sans doute pas souhaitée par de nombreux citoyens qui n'ont pas du tout comme principale préoccupation la vie de la cité. Donc, des changements informatiques importants peuvent peut-être changer le point de vue et établir un certain pont, une possibilité intermédiaire entre la démocratie directe et représentative. Et ce que je vais vous proposer, en fait, c'est une série de questions sur ce sujet, pas du tout des affirmations ou des positions, mais des questions qui me sembleraient très intéressantes à étudier. Alors, le point de départ, c'est ce qu'il y a ou ce qui va changer techniquement. Premièrement, les grandes tendances, bien sûr, c'est un accès généralisé à Internet. Donc, 90% des 18 à 24 ans ont un smartphone. Il y a une possibilité de communiquer avec un grand nombre de personnes de manière très aisée en diffusant des écrits, des discours, des vidéos. Donc, pour un représentant de communiquer avec ceux qu'il représente et inversement d'ailleurs. Une possibilité de se réunir et débattre à distance, on est en train d'en donner la démonstration avec cette conférence, et des possibilités sécurisées de s'authentifier donc, et de s'identifier avec une nuance très intéressante entre l'authentification et l'identification. Alors, je vais vous proposer 5 questions. Je vais juste, dans l'exposé, parcourir ces 5 questions pour montrer ce qu'il y a derrière ces 5 questions, sans y répondre, pas du tout. Donc, la première, c'est sur la territorialité des représentants. Est-ce que c'est encore une nécessité? Le deuxième, c'est sur les systèmes de vote. La troisième, c'est sur la révocation. La quatrième, c'est sur ce qu'on appelle la démocratie liquide. Et enfin, la dernière, sur la citoyenneté. Alors, la représentation et l'intérêt général, eh bien, actuellement, les députés représentent un certain territoire. Ils sont censés voter la loi dans le sens de l'intérêt général, mais cette représentation territoriale induit dès le départ un biais, vu que le représentant de la première circonscription de Neuilly et celui de Saint-Pierre-et-Miquelon ne représentent pas les mêmes personnes et donc pas les mêmes opinions et pas les mêmes intérêts. Donc du coup, il est représentant d'une certaine opinion. Il serait éventuellement envisageable, certains réfléchissent et le préconisent, que, en tout cas pour les députés, ils ne représentent pas un territoire, mais ils représentent un échantillon de la population. Pourquoi pas tirer aléatoirement, par exemple, sachant que le Sénat, par exemple, pourrait très bien être, lui, la chambre représentant les territoires, voire d'autres intérêts particuliers. Deuxième question, c'est sur les systèmes de vote. Donc, actuellement, les systèmes sont majoritaires à un tour, majoritaires à 2 tours, ou des systèmes collégiales comme aux États-Unis. C'est ça qu'on rencontre essentiellement dans les grandes démocraties occidentales. Ces systèmes, on sait, sont très mauvais pour exprimer réellement le choix de la majorité de la population. Il y a tout un tas d'autres systèmes possibles qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Donc, il y a la notation qui est en fait basée sur une moyenne pour choisir le candidat. Il y a les scrutins par assentiment, ça c'est ce que vous faites quand vous remplissez un doodle où vous dites oui ou non. Il
Il y a les scrutins par agenda, donc ça relève du tournoi, hein, c'est-à-dire que vous faites des rencontres 2 à 2. D'une part, c'est difficile à mettre en place, d'autre part, en fonction du tableau du tournoi, c'est biaisable. Il y a le jugement majoritaire qui est intéressant, donc c'est comme la notation, mais on prend la médiane au lieu de prendre la moyenne pour choisir qui gagne l'élection. C'est intéressant parce que c'est beaucoup moins manipulable que la notation. Et puis, il y a les systèmes un peu plus compliqués de Condorcet qui ressemblent en fait à des championnats où on regarde toutes les paires les unes après les autres qui sont implémentables avec du tri venant de la part de ceux qui votent. Et puis, aucun de ces systèmes n'est parfait, donc on peut rajouter un petit peu d'aléatoire dans certains de ces systèmes, c'est ce qu'on appelle la lotocratie. Voilà, enfin, il y a tout un tas de systèmes. Je pense que les progrès de l'informatique permettent éventuellement d'envisager des changements de système pour avoir un système plus juste. La révocation, alors la révocation, c'est un sujet qui a été à la mode en France. On a un peu débattu aux dernières élections présidentielles. Il faut savoir qu'en fait, il existe dans des grandes démocraties comme la Grande-Bretagne. Il y a une députée anglaise, Fiona Onasanya, je ne garantis pas la prononciation, qui a été éliminée et révoquée par un vote suite à une histoire judiciaire. Aux USA, c'est très pratiqué. On ne le sait pas forcément, mais c'est assez pratiqué. Je ne parle pas du tout de l'impeachment du président, mais c'est pratiqué pour révoquer aux USA. Ils ont énormément d'élus dans les administratifs, donc pour révoquer ces personnes élues. Il y a le cas au Venezuela d'Hugo Chavez, où il y a eu un référendum révocatoire et qui a échoué, de loin d'ailleurs. Voilà, donc la révocation est une question intéressante parce que peut-être que c'est en partie une solution à la crise de confiance, parce que les promesses n'engageraient pas que ceux qui les reçoivent, mais engageraient aussi un peu ceux qui les émettent. C'est peut-être largement en contradiction avec l'article 27 de la Constitution qui nous dit que tout mandat impératif est nul parce que ça donne une certaine impérativité au mandat. Enfin, il y a la démocratie liquide. Donc, il y a tout un tas de variantes et il sera intéressant d'analyser les avantages et les inconvénients. Donc, pour ceux qui ne savent pas du tout ce qu'est la démocratie liquide, je peux donner quelques principes. Au lieu d'organiser des élections et de voir qui est victorieux, c'est plutôt des individus qui se regroupent et qui décident d'un représentant. Il n'y a pas cette notion de combat, si vous voulez, qu'il y a dans la victoire électorale. Un délégué choisi peut avoir un poids proportionnel à sa représentativité, donc au nombre de personnes qui l'ont choisi comme délégué. Ce qui est intéressant, à mon avis, comme idée, c'est que ce poids peut varier à tout moment. Il n'y a pas vraiment d'élection et de révocation, mais par contre, quelqu'un qui a choisi un délégué peut reprendre sa voix pour la donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est un espèce de processus permanent. Alors, souvent imaginé, mais qui me paraît très compliqué, c'est qu'un administré peut choisir à qui il délègue en fonction du sujet. Donc, il peut choisir plusieurs délégués en fonction du sujet. Il peut y avoir des délégués de délégués. Les élections et la durée du mandat deviennent des concepts relativement flous. Il n'y a ni circonscription ni territorialité, puisque c'est des gens qui se regroupent pour choisir d'être représentés par quelqu'un. Le problème du choix du système de vote, il change complètement de nature, vu qu'il n'y a plus ces élections. Et finalement, les partis politiques aussi changent de nature, puisque ces partis politiques doivent proposer des programmes et non plus nommer des personnes
pour les élections. Donc voilà, je ne dis pas du tout que c'est un bon système, je dis qu'il y a plein de variantes, qu'il faut réfléchir à tout ça, et que ça me semble un débat passionnant. Alors enfin, mon dernier point, c'est la citoyenneté. Donc actuellement, la citoyenneté est rattachée essentiellement à un territoire. De nombreux livres de science-fiction ont imaginé, ou de politique-fiction, ont imaginé autre chose qui soit une citoyenneté, qui soit liée non pas à un territoire, mais à une communauté. Cette communauté pourrait être politique, philosophique, religieuse, pourquoi pas liée à une entreprise. Donc, ces communautés pourraient avoir, indépendamment des territoires, leur système de loi, leur système d'enseignement, leur système, etc., etc. Donc, tout un tas de missions régaliennes. Alors, ça a été fait dans les livres de science-fiction, mais en fait, il y a des exemples dans le passé, à mon avis, assez nombreux d'ailleurs, mais par exemple, l'Église catholique s'est largement comportée comme telle, c'est-à-dire que l'ensemble des prêtres et de ceux qui étaient régis par l'Église avaient leurs écoles, avaient leur hiérarchie, avec une certaine indépendance par rapport au territoire sur lequel ils exerçaient. Donc, je ne dis pas du tout, encore une fois, que c'est souhaitable, je dis que c'est intéressant. Et est-ce que la société est en train d'évoluer vers ça? Peut-être. C'est une question à se poser. Là, je vais conclure. Donc, juste les 5 questions qu'il me semblerait très intéressant de débattre. Merci de votre attention.